Donc là, on est très contente d'avoir avec nous aujourd'hui Claire Mathieu, qui nous présentera ses travaux autour de l'optimisation et les défis sociétaux. Donc Claire Mathieu, elle a une carrière très remarquable. Donc après des classes préparatoires, elle a intégré à l'ENS des jeunes filles où elle a fait ses études, après un 2A et une thèse. Elle est partie aux États-Unis, elle a travaillé à Princeton et à Dymax. Et puis elle est intégrée, elle intègre au CNRS comme chargée de recherche en 90. Elle a passé quelques années au CNRS, puis elle est partie comme professeure de l'informatique à l'Université Paris-Sud, puis à l'École Polytechnique, avant de partir une deuxième fois aux États-Unis pour passer quelques années à l'Université Brown. Et elle revient en France en 2012 et elle est directrice de recherche au CNRS depuis, d'abord à l'ENS et maintenant à l'IRIF, Institut commun avec l'Université Paris-CT. Donc Claire Mathieu, elle a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2019, l'année où aussi elle devient membre de l'Académie des sciences. Elle est aussi chevalière de la Légion d'honneur depuis 2020 et en 2023, elle est devenue Fellow of the European Association of Theoretical Computer Science. Ces travaux sont des travaux très fondamentaux autour de l'algorithmique, l'approximation, mais aussi on va voir aujourd'hui comment ces travaux très très fondamentaux touchent quand même notre société et comment on peut expliquer des aspects sociétals avec cette approche très théorique. Donc merci d'être avec nous Claire et t'invite à venir. Bonjour, merci pour cette invitation. J'entends la description, je n'ai pas l'impression que c'est moi, parce que c'est une personne très... Bon, alors, donc, on m'a demandé de parler d'optimisation et d'aspects sociétaux. Je vais vous parler de 3 exemples de problèmes sur lesquels j'ai travaillé depuis une dizaine d'années, qui sont motivés par des applications sociétales. Le premier problème est avec toute une série de collaborateurs que j'ai listés là, 2e, 3e. Voilà, parmi ceux-là, il y en a au moins un qui est dans la salle, David Solpic. Je crois que c'est tout. Donc, il y a 3 types de contributions qui permettent d'avancer, de faire progresser la science sur ces sujets. Il y a des contributions sur la conception d'algorithmes, de méthodes, de façon de résoudre un problème. Des contributions qui prennent des méthodes qui existent déjà et qui essayent de les analyser pour essayer de... Ah, il y a Bruno aussi. De montrer leurs limites ou d'expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher dans certains cadres. Et puis, il y a tout un aspect de modélisation. Le premier problème dont je vais vous parler, c'est le problème de découpage de la France en circonscriptions. Voilà, l'idée de travailler sur ce sujet, elle est née en 2017, lors de la campagne présidentielle du futur président, alors Emmanuel Macron. Il voulait réduire d'1 tiers le nombre de députés et de sénateurs. Réduire d'1 tiers le nombre de députés et de sénateurs. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique du point de vue des circonscriptions? En France, nous avons 577 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons 577 circonscriptions législatives qui sont dessinées ici. Ces circonscriptions sont mises à jour une fois toutes les quelques dizaines d'années en fonction des évolutions démographiques.
Mais ces évolutions démographiques sont progressives, graduelles, et donc normalement, les mises à jour se font ne font qu'un changement marginal. Or, si on a un tiers de députés en moins, on tombe à 385. De 577 à 385, il faut complètement redessiner les circonscriptions. C'est un big bang de la carte électorale. Alors comment faire ça de façon rationnelle? Alors d'abord, c'est un sujet très sensible. Pourquoi? Parce que les députés ont un rôle important dans la démocratie. Et ce que les gens craignent, c'est quelque chose dont on voit de nombreux exemples aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le gerrymandering, qu'on peut traduire par le charcutage électoral. Imaginez que vous ayez un département où le tiers de la population se concentre dans une grande ville au centre du département et les 2 tiers sont dans la partie rurale, dans tout le reste du département. Vous pouvez sans doute penser à des exemples de départements qui sont de ce type. Et imaginez qu'il faille faire un découpage en 3, qu'il y ait 3 députés pour ce département. Il y a 2 possibilités, extrême. L'une d'entre elles, c'est de dire on va donner 1 député à la ville et 2 députés à la partie ouest et la partie est du territoire rural. L'autre possibilité, ce serait de dire les députés devraient être représentatifs de leur département. Donc on va couper le département de façon que chaque député représente, qu'il soit élu par un petit bout équilibré de la ville et un petit bout équilibré du territoire de la campagne. Or, cela est très différent si vous imaginez que les habitants de la ville votent pour un parti vert et les habitants de la campagne pour un parti jaune. Dans le premier cas, vous allez avoir 2 députés jaunes, 1 député vert. Dans le deuxième cas, vous aurez 3 députés jaunes. Alors, voilà, donc vous voyez que dans le deuxième cas, vous avez essayé de dessiner des circonscriptions qui reflétaient les préférences électorales, l'équilibre électoral du département, mais le résultat, c'est que vous aurez 100% des députés du département qui seront jaunes. Alors que dans le premier cas, où vous avez essayé de rassembler les gens, vous avez une représentation qui est plus conforme, en fin de compte, à la sensibilité politique verte ou jaune des électeurs du département. Alors c'est un sujet très sensible. En fait, les députés n'aiment pas les redécoupages parce que c'est trop sensible et puis après on ne sait pas ce qui va se passer. Et en fait, cette réforme, en 2021, sur France Culture, on a dit qu'elle a été enterrée sans fleurs ni couronne. Plus personne ne voulait en entendre parler parmi les politiques. 2024, on en reparle un petit peu quand même maintenant. Il y a des demandes de changer le mode d'élection des députés en partie et donc de changer le nombre de circonscriptions. Donc ce sujet revient à l'ordre du jour. Alors les règles. Comment faire pour faire une approche informatique de ce problème? Il faut commencer par comprendre les règles. Donc le mode d'élection, il y a 1 personne élue dans chaque circonscription. Donc vous avez 577 sièges, dont 539 en France métropolitaine. D'abord, il faut choisir ces départements par département. Donc dans chaque département, vous choisissez combien il y aura de députés pour le département. Et ensuite, pour un département donné, vous savez combien vous avez de députés, vous découpez le département en circonscriptions. Donc en fait, nous avons là pour la deuxième partie, on a des problèmes indépendants pour chaque département. Comment fait-on pour répartir les sièges entre les départements? Donc je le dis vite fait parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc la première règle, c'est que chaque département a au moins 1 député. Donc ça veut dire tout de suite que les départements qui ont très très peu d'habitants vont être un petit peu favorisés. Autrement dit, les électeurs de départements très très ruraux vont avoir un poids plus élevé, vont avoir un député pour plus de monde que dans les départements beaucoup plus nombreux, beaucoup plus peuplés. Chaque département doit avoir un nombre entier de sièges, parce qu'on ne peut pas avoir 3,5 députés. On n'a pas le droit de partager un député entre 2 départements. Enfin, personne ne l'a jamais proposé. Et
la répartition doit se faire au prorata de la population, selon le principe que chaque citoyen doit avoir un droit égal à être représenté à l'Assemblée. En France, la méthode pour décider ça, c'est une répartition par tranche, à savoir on fixe un certain nombre T, et on dit pour chaque département, s'il a moins de T habitants, il aura un député, le minimum. Entre T et 2T, il en aura 2. Entre 2T et 3T, 3. Entre 3T et 4T, il aura 4 députés, etc. Donc voilà la règle qui permet d'avoir un nombre entier et qui a quelques propriétés intéressantes. Alors maintenant, on va regarder donc, ce qui se passe, donc ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est si on regarde le nombre de députés de circonscription par département, on voit... alors c'est un peu flou, mais là, par exemple, là, il y a un 1. Là, il y a une partie qui n'est pas très peuplée. Ce département-là, il y a un seul député. Et puis, il va y en avoir beaucoup, jusqu'à 20, 30. Le maximum, c'est 21. Alors, comment fait-on pour découper un département en circonscription? Donc ça, c'est mon propos aujourd'hui. En France, ce qui est très important, c'est les cantons. Et c'est ce qui rend le problème, ce qui lui donne d'ailleurs une nature discrète. Donc prenons l'exemple de la Meurthe-et-Moselle. 733 000 habitants, 6 circonscriptions. Donc il y aura 6 députés. À droite, vous avez les cantons. 23 cantons. Or, il y a une règle qui dit les cantons forment une unité territoriale qui ne devrait pas être divisée. Et donc, vous devez prendre ces 23 cantons, et à partir de ces 23 cantons, vous devez former 6 regroupements, des clusters en 6 clusters, 6 parties, une partition en 6 parties. Donc, ce n'est pas strictement interdit de découper les cantons, mais on a le droit de le faire que dans une mesure limitée. Pas très précis, mais... Donc nous, ce qu'on va faire, quand on essaie de formaliser ce problème, c'est qu'on va interdire les découpages de cantons, les subdivisions de cantons. Ensuite, il y a une deuxième règle qui dit, enfin une deuxième loi, qui dit que les circonscriptions doivent être constituées par un territoire continu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez dessiner un graphe où un nœud, c'est un canton. Un canton, c'est un nœud. Une arête entre 2 cantons qui sont adjacents, qui ont une frontière commune. Et donc, ce que vous dites, c'est que chacune des parties, chaque circonscription, doit être une composante connexe, enfin doit être une partie connexe du graphe qu'on a dessiné là. Alors connexe, vous voyez tout de suite, c'est assez contraint. Ça veut dire que la partie du haut, les cantons du haut, du nord là, de la Meurthe-et-Moselle sont forcément ensemble. Donc c'est la deuxième règle. Et puis, il y a la règle peut-être la plus importante, qui est la règle de population. Donc chaque sommet, un sommet, c'est un canton. Le sommet, on lui donne un poids. Le poids, ce sera la population du canton. La règle, la loi, vous dit, de 1986, la population d'une circonscription, donc ce rassemblement de cantons, doit être proche de la population moyenne des circonscriptions dans le département. Proche, ça veut dire quoi? Proche, ça veut dire s'en écarter de maximum 20%. Donc maximum 20%, ça veut dire que si le nombre moyen d'habitants par circonscription, c'est-à-dire 733 000 divisé par 6, je ne sais pas combien ça fait, bon, donc si ce nombre moyen est M, la population d'une circonscription doit être au minimum 0,8 fois M, au maximum 1,2 fois M. Donc vous voyez, entre la circonscription la moins peuplée et la circonscription la plus peuplée, il peut quand même y avoir une différence de 50%. La plus peuplée peut avoir 50% de gens en plus que la moins peuplée. Donc c'est une règle d'équilibre qui est assez généreuse. Voilà. Mais ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments en place, que doit obtenir le découpage? Le découpage doit se faire selon des bases essentiellement démographiques, respectant au mieux l'égalité devant les suffrages. Autrement dit, un critère prioritaire, c'est que le découpage doit être aussi équilibré que possible. Alors, une fois que vous avez vu tous ces éléments, vous voyez que ce qui commence à émerger là, c'est un problème combinatoire.
Donc on va dire qu'un découpage, donc une partition des cantons, est admissible si c'est une partition des sommets en 6 parties, enfin un nombre de parties égal au nombre de circonscriptions, de députés dans le département, tel que chaque partie est connexe, a un poids au moins 0,8 et au plus 1,2 fois la population moyenne de circonscription. Et là-dedans, nous avons défini une mesure de déséquilibre. Le déséquilibre, c'est quoi? C'est l'écart maximum sur toutes les circonscriptions du département entre le poids moyen relatif, maximum relatif, entre le poids moyen d'une circonscription et le poids de cette circonscription. Autrement dit, s'il existe une circonscription dont la population soit 1,1 fois la population moyenne et que toutes les autres sont entre 0,9 et 1,1 à peu près, on va dire que le déséquilibre, ce sera 10% pour le découpage. C'est-à-dire que la population des cantons s'écarte de la moyenne d'au plus 10%. Donc voilà, 2 termes, définition d'un découpage admissible, définition du déséquilibre d'un découpage. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons un problème combinatoire qui est assez simple parce qu'en fait, pour chaque département, il y a un problème indépendant des autres. Et puis les départements, ils ont des cantons. Le nombre de cantons, finalement, c'est quelques dizaines, c'est pas tant que ça. Donc c'est un problème qui n'est pas asymptotique, un problème de petite taille. Pour un problème de petite taille, on peut espérer résoudre le problème avec des petits graphes, résoudre le problème simplement par un algorithme de recherche exhaustive. Et donc, c'est là-dessus, c'est comme ça qu'on a lancé notre recherche. Donc, notre algorithme, que fait-il? Pour un département donné, il essaye de calculer tous les découpages admissibles possibles. Et ensuite, pour chaque découpage, on calcule le déséquilibre du découpage et on regarde le meilleur parmi eux. Alors, donc l'algorithme, pour chaque département, on définit le graphe, on calcule la population moyenne, le minimum et le maximum admissible, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire chaque circonscription une par une. À un moment donné, si on a déjà construit I-1 circonscription, donc I c'est un petit entier. Pour trouver la IM circonscription, si c'est possible, donc on étend la circonscription courante. Pour la circonscription suivante, il faut trouver les cantons qui ne sont pas encore affectés et construire une partie connexe. Et donc ça, on le fait par un parcours en profondeur avec backtracking, en gardant trace de la population cumulée de ce qu'on a construit jusqu'à présent. Voilà. Donc voilà l'idée. Alors après, pour que ça marche bien, il faut des divers détails. Il y a divers détails à régler. Mais avec ça, ça nous permet de calculer l'ensemble de tous les découpages possibles de presque tous les départements français. Il y a quelques cas particuliers. Il y a des départements qui ne sont pas connexes. Et il y a les villes de Paris et Lyon pour lesquelles il y a des règles particulières. Bon, c'est plus complexe. Mais voilà le travail qu'on a fait. Et voici le résultat sur le déséquilibre minimum. Donc j'ai dit, on regarde le découpage qui a le déséquilibre démographique minimum. Regardez les départements. Il y a pas mal de départements qui sont quasi équilibrés. Donc il existe un découpage avec un déséquilibre de moins de 1%. Donc toutes les circonscriptions ont quasiment la même taille, la même population. 22, 44 à 5%, 59 à 10%, 72 à 15%, 80 à 20%, 20% max, et 15 à plus de 20%. Donc il y a 15 départements pour lesquels il n'existe aucun découpage qui respecte toutes les contraintes qu'on a posées. Donc pour ces départements-là, il faudra se résoudre à découper les cantons. Donc on les a mis de côté, ces départements-là. Ce qu'on observe, c'est... Je vous ai dit tout à l'heure que le seuil de 20%, c'était un seuil qui semblait assez généreux. Mais en fait, ici, si on essaie de réduire ce 20%, le remplacer par 15%, on perd d'un seul coup. On a plein on a 9 départements en plus qui sortent du cadre, qui sont plus, pour lesquels il n'existe plus de découpage admissible. En revanche, si on augmentait ce 20%,
dans l'autre sens, à 25%, si on essaye d'être davantage généreux pour réduire les problèmes, ben on en gagnerait un seul. Autrement dit, ça veut dire que, en fait, ce seuil de 20%, il a été choisi à la main, mais il se trouve qu'il est relativement bien choisi pour permettre d'avoir la plus grande partie des départements pour lesquels on peut espérer résoudre ces contraintes. Donc on peut dire que d'une certaine manière, l'une des contributions de ce travail, c'est que ça permet d'expliquer cette règle de 20%. Alors, là on peut se dire, mais comment ça se fait que selon les départements, il y ait de telles variations entre le déséquilibre? Pourquoi il y en a qui sont à 1%, il y en a qui sont à 20%, il y en a pour lesquels c'est carrément pas possible? Là, on a une explication assez simple, en fait. Donc, il suffit une fois que le problème est posé, il y a des questions naturelles qui surviennent. Une fois que les questions sont posées, on peut regarder les données qu'on a construites. Et là, on peut essayer de trouver des explications. Et voici l'explication qui est arrivée après plusieurs tentatives. L'explication, c'est que, c'est tout bête, le paramètre qui est important, c'est le nombre moyen de cantons par circonscription. Si vous avez l'Orne, le département de l'Orne, donc lui, sa population est telle qu'il faut 7 députés, 7 circonscriptions. Son découpage en cantons est tel qu'il y a 21 cantons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 3 circonscriptions. 21 cantons, 3 circonscriptions. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut former 3 circonscriptions. Chaque circonscription, il y aura 7 cantons, à peu près, dedans. Enfin, le nombre de cantons est libre, mais ce sera peut-être 6, peut-être 8, mais on a quand même pas mal de liberté. Ce degré de liberté est suffisamment élevé pour qu'on puisse arriver à un bon équilibre démographique, c'est-à-dire un équilibre ici inférieur à 5%. Inversement, si vous prenez un département tout à fait vers la gauche, là, si vous avez juste besoin, s'il vous faut à peu près entre 2 et 3 cantons par circonscription, en moyenne, ben ça va être très compliqué d'arriver à faire des appariements qui feront que ce sera équilibré. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à proche de 20%. Et donc en fait, ce qu'on peut observer, si on regarde tout cela, c'est que l'équilibre qu'on peut obtenir, il est fonction du nombre moyen de cantons par circonscription, ce qu'on appelle la granularité. Et donc avec ça, ça peut permettre de prédire que si le nombre de députés diminue, les circonscriptions vont grossir, le nombre moyen de cantons par circonscription va augmenter, ce sera plus facile d'avoir un découpage équilibré. Donc c'est tout bête, mais c'est un argument en faveur de la diminution du nombre de députés, à savoir, bon, il y a plein d'autres arguments qui interviennent, qui sont pas de nature combinatoire, mais là on peut dire qu'en tout cas du point de vue de l'équilibre, ce sera favorable, un changement favorable. Et enfin, en réalité, le découpage de déséquilibre minimum, on le prend, on le calcule, on le prend, on le montre à quelqu'un qui fait des sciences politiques, il nous dira, c'est n'importe quoi. Ce découpage n'est pas possible parce que vous avez autorisé une circonscription qui traverse la rivière, alors que la rivière, on ne la traverse pas, parce qu'il y a des montagnes, et là, ça ne respecte pas la forme des vallées, parce qu'il y a une communauté de communes, parce que ceci, parce que cela. Donc en réalité, nous n'avons pas les éléments pour construire des bonnes circonscriptions. Donc à la place, on s'est dit, en fait, ce qui est une vraie contribution potentielle de ce travail, c'est d'avoir créé les données, c'est-à-dire d'avoir donné pour chaque département tous les découpages admissibles possibles. Et donc ça peut permettre après aux gens qui s'y connaissent en géographie politique de regarder ces découpages et de voir s'il y en a qui seraient plus pertinents que d'autres.
Et donc ici, nous avons pour chaque département le nombre de découpages possibles. Et voilà. Donc l'exemple de la Meurthe-et-Moselle, c'était 4279 découpages admissibles. Voilà. Donc là, c'est vraiment la contribution peut-être principale, c'est d'avoir créé ces données qui peuvent permettre après de construire des choses par-dessus. Alors, donc ça, c'était un projet qui est toujours en cours. D'ailleurs, l'analyse se continue, on peut faire beaucoup de choses à partir de ça. Il suffit d'avoir des idées de bonnes questions. C'était un exemple de conception de solution. Maintenant, je voudrais parler d'analyse. Analyse, donc je voudrais prendre comme exemple l'algorithme pour Parcoursup. Donc ça, c'est un problème dont la plupart des Français connaissent Parcoursup à ce stade, des gens qui habitent en France. Vous avez des formations qui cherchent à recruter des étudiants, des candidats qui cherchent des formations, et il faut marier, entre guillemets, formation et étudiants, avec une plateforme qu'on appelle Parcoursup, avec des contraintes de capacité pour les formations. L'algorithme de base utilisé par Parcoursup, par APB, le prédécesseur de Parcoursup, par les équivalents dans de nombreux pays étrangers, c'est l'algorithme de Gale et Shapley. L'algorithme marche de la façon suivante. L'algorithme suppose que chaque formation a une capacité qui est connue. Chaque formation classe les candidats à la formation. Le classement est connu. Chaque candidat classe les formations auxquelles il a candidaté par ordre de préférence, une hiérarchisation. Et avec toutes ces informations, il est facile de marier candidats et formations par un algorithme qui fait une itération qui, du point de vue des formations, est gloutonne. Chaque jour, une formation se dit « bon, il me reste tant de places non encore affectées, disons 5 places, j'envoie 5 offres aux 5 candidats suivants sur ma liste. » Ensuite, chaque candidat regarde les propositions qu'il a reçues. Il y a aujourd'hui, j'ai reçu 3 nouvelles propositions. En plus, avant, j'en avais une autre, une 4e. Sur ces 4-là, laquelle je préfère? Je dis non aux 3 que j'aime moins et oui à celle que je préfère. Sauf que le génie de l'algorithme de Gale et Shapley, c'est quand il dit oui, c'est temporaire. Il a le droit de changer d'avis le lendemain. Donc si le lendemain, il reçoit une nouvelle proposition d'une formation qu'il préfère à celle qu'il avait choisie la veille, il a le droit de dire à la formation qu'il avait choisie la veille « Ah ben non, finalement, j'avais dit oui, mais en fait, c'est non. » L'algorithme se termine. Donc les boucles, on sort de la boucle quand il y a une itération, il ne se passe plus rien. Et à ce stade, on gèle la situation. Toutes les acceptations temporaires deviennent définitives. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Deferred Acceptance. Les acceptations par les étudiants sont temporaires. C'est le principe de l'algorithme de Gale et Shapley. L'algorithme est exécuté en temps polynomial et il a la propriété très intéressante, enfin, l'une de ses jolies propriétés, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle une paire bloquante. C'est-à-dire, à la fin, quand on regarde un candidat qui a eu une certaine formation et une formation qui a recruté un certain candidat, il n'y a pas de paire qui se regardent mutuellement et qui se disent « Ah, moi, j'aurais préféré être dans cette formation-là plutôt que dans celle que j'ai eue. Ah, moi, j'aurais préféré avoir ce candidat-là plutôt que celui que j'ai eu. » Une paire bloquante, c'est très mauvais parce que c'est une incitation pour les participants à se dire « Bon, ben, l'an prochain, je vais faire autrement. » Puisque ce serait mieux de faire 100 Parcoursup. Par exemple, une formation se dit, j'avais dit que j'avais 100 places, l'an prochain, je dirais que j'en ai juste 80, puis je vais m'en garder 20 sous le coude pour ça, pour optimiser après. Donc, quand il existe une paire bloquante, des paires bloquantes, le système rapidement se désintègre. Donc, c'est une nécessité pour la stabilité du système. Alors, j'ai parlé de cet algorithme de Gale et Shapley, il y en a un autre. L'autre, c'est les propositions sont faites par les candidats. Donc l'autre algorithme de Gale et Shapley, même entrée, mais chaque jour, chaque candidat qui n'est pas encore accepté quelque part, donc qui est encore en recherche, chaque candidat en recherche, j'ai oublié de marquer en recherche, envoie une candidature à la formation suivante sur sa liste. Chaque formation regarde toutes les demandes qu'elle a reçues ce jour-là, plus celles qu'elle avait acceptées avant, et choisit, si elle a 10 places, elle choisit les 10 meilleures parmi ceux-là, elle leur dit oui temporairement, et elle dit non aux autres. Voilà.
Donc là, un candidat peut candidater, être accepté un jour, et le lendemain, on lui dit « Ah ben non, finalement, vous n'êtes pas pris », parce qu'on a eu une meilleure candidature. Même condition de terminaison, même propriété d'absence de paire bloquante et de temps polynomial. Donc vous avez deux algorithmes, de Gale et Shapley, et les deux produisent un mariage stable, c'est-à-dire sans paire bloquante. Alors celui-là, bon, si on oublie le fait que cet algorithme, si on le faisait en temps réel, ça conduirait à des étudiants, des candidats qui sont un jour pris, puis l'autre jour finalement pas pris, c'est psychologiquement un peu compliqué, mais oublions ça. On peut se dire, si on regarde l'ensemble des mariages stables, donc ça c'est tous les mariages où il n'y a pas de paire bloquante. Donc ça, c'est un exemple donc vous aviez en entrée ces préférences sur les candidatures. D'un côté, il y a les formations, de l'autre côté, il y a les candidats. Ça, c'est un mariage stable particulier. On suppose que les formations ont capacité 1 ici, parce que c'est plus simple, et mathématiquement, ça change pas grand-chose, et c'est plus simple de penser à ça. Et donc là, on regarde tous les mariages stables possibles. On observe qu'il y a une structure de treillis. Donc il y a un mariage stable tout en haut, un autre tout en bas. Que sont ces deux mariages stables? Ce sont les deux mariages obtenus par l'algorithme de Gale et Shapley. L'un proposition par les formations, l'autre proposition par les étudiants. Il y en a un, celui d'en haut là. Chaque formation a le meilleur partenaire stable possible. Donc elle a recruté le meilleur étudiant possible parmi tous les étudiants potentiels, c'est-à-dire pour lesquels il existe un mariage stable qui lui permet d'avoir cet étudiant. En bas, chaque candidat a la meilleure formation possible, c'est-à-dire que parmi toutes les formations telles qu'il existe un mariage stable qui lui permette d'aller dans cette formation, c'est la meilleure possible. Et inversement, en haut, c'est le meilleur possible pour la formation, le pire possible pour les étudiants. En bas, c'est le meilleur possible pour les étudiants, le pire possible pour les formations. Que fait l'algorithme Parcoursup? Les formations proposent, les candidats disposent. Donc, c'est le meilleur possible pour les formations. Pour les formations, ah mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien, hein? Sauf que, empiriquement, c'est presque pareil. Donc, il y a des raisons pratiques pour lesquelles c'est plutôt plus pratique de faire avec les formations qu'ils proposent, donc le choix qui a été fait. Mais si on regarde, donc c'est moins bon pour les étudiants en théorie, mais si on regarde empiriquement, les résultats empiriques, on s'aperçoit que c'est quasiment la même chose. En fait, ce treillis, on a l'impression que c'est très très différent. En réalité, c'est presque pareil. Presque tous les étudiants ont la même formation, autrement dit, c'était déterminé à l'avance, quel que soit le mariage stable. Bon, alors, analyse. J'ai dit on va faire de l'analyse. On va essayer de comprendre pourquoi on a cette réalité empirique. Première observation. Si tous les candidats ont la même liste de préférences, alors le mariage stable est unique. Ça, c'est une observation, on peut s'en convaincre en 5 minutes. Dès que vous avez compris le problème, vous imaginez. En fait, les candidats, s'ils ont tous la même liste de préférences, ça veut dire qu'il existe une formation telle que tout le monde veut aller dans cette formation. C'est leur choix numéro 1. Et donc, que va-t-il se passer? Cette formation, si elle a capacité 15, elle aura ses 15 étudiants préférés. Elle a 15 places. Le premier jour, elle fait 15 propositions. À 15 étudiants, ces 15 étudiants répondent avec enthousiasme. C'est leur choix numéro 1. Ils ne changeront jamais d'avis. Et par récurrence, voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, en fait, ça, c'est l'unique mariage stable. On peut s'en convaincre assez facilement. Bon. Alors ça, c'est pas vrai dans la réalité. C'est pas vrai dans la réalité. En revanche, ce qui se passe dans la réalité, c'est que si vous regardez les candidats, des candidats qui ont un peu le même profil, par exemple, je sais pas moi, qui veulent aller en classe préparatoire avec l'objectif d'aller à Polytechnique un jour ou à l'école normale supérieure, ils auront tous, quasiment tous, les mêmes formations en numéro 1. C'est-à-dire, attendez, pour se préparer à l'X, c'est-à-dire les prépas de la montagne Sainte-Geneviève, en gros. Donc,
il y aura quelques exceptions quand même. Il y aura peut-être un étudiant toulousain qui dira « Moi, je veux aller à Fermat-Toulouse. J'ai vraiment envie d'aller là, c'est mon choix numéro 1. » Bon. Mais pour la grande majorité des étudiants, ce sera le même premier choix. Et même l'autre, ce sera son deuxième ou troisième choix. Donc en fait, ces classements sont très similaires. Les candidats qui ont le même profil ont des listes de préférence très similaires. Ça a été observé par Perenson en 1999. La corrélation des préférences. Quand les préférences sont très corrélées, c'est-à-dire les formations classent les candidats un peu pareil, les candidats classent les formations un peu pareil. Dans ces cas-là, l'ensemble des mariages stables est très très petit. Alors, on va modéliser tout ça. On va définir des popularités des formations. Donc, chaque formation, on lui associe un nombre qui représente sa popularité. Et on va dire que, la probabilité qu'un étudiant, un candidat, préfère la formation D, par exemple, aux 3 autres, donc à la classe en numéro 1, elle est proportionnelle à la popularité de la formation D. À partir de ce modèle, on peut générer des listes de préférences artificielles en disant, pour un étudiant donné, qu'est-ce qu'il va faire? On a les formations dans un sac, chaque formation a sa popularité, on en tire une au hasard proportionnellement à sa popularité. Puis une deuxième sans remplacement, une deuxième au hasard proportionnellement à sa popularité, et ainsi de suite. Ça nous fait une permutation, c'est la liste de préférence du candidat. Donc voici un modèle de popularité qui permet de générer des entrées artificielles sur les listes de préférence, dans lesquelles les listes de préférence sont fortement corrélées. Et là, ce qu'on a montré dans la thèse de Simon Maurras avec Hugo Gimbert du CNRS, Simon de l'INRIA, on a démontré que s'il y a ces popularités, et que ces popularités ont une décroissance géométrique, donc les popularités pour les candidats ont une décroissance géométrique, alors, si vous regardez les partenaires stables d'un candidat donné, tous les partenaires stables, donc tous les gens, toutes les formations dans lesquelles il peut se retrouver à l'issue de l'algorithme, que ce soit le meilleur ou le pire mariage stable, ou tous ceux qui sont entre, ils sont tous à peu près au même endroit dans sa liste de préférence, à une constante près, à O2 près en moyenne. Donc il allait avoir son 20e choix avec Parcoursup. En fait, même si on utilisait l'autre algorithme qui est le meilleur pour lui, il aurait son 16e choix. Entre 16 et 20, il y a une différence de 4, O2. Et ce qui est étonnant là, c'est que ça avait été observé en supposant que les préférences étaient fortement corrélées des deux côtés. Mais là, le théorème, la surprise, c'est qu'il suffit d'un seul côté. Il suffit que les candidats génèrent leur formation par ce processus, les universités, peu importe. C'est arbitraire. Je saute la partie sur le plafond de verre. Et je passe à ma conclusion. Alors en fait, dans ces deux problèmes que j'ai présentés, on voit qu'il y a une partie d'analyse du problème. Donc cette analyse, elle se fait par des outils mathématiques, les outils mathématiques et informatiques dont nous disposons. Il y a une partie de conception de solutions, donc concevoir l'algorithme de recherche exhaustive un petit peu optimisé pour les circonscriptions, l'algorithme de Gell-Shapley où on conçoit des variantes pour ajouter des contraintes, des quotas, des trucs souhaités par le gouvernement dans l'autre cas. Mais en fait, l'une des étapes les plus importantes, c'est vraiment l'étape de modélisation. Et ça, c'est quelque chose qui demande à construire une façon de penser qui est différente de ce qu'on fait habituellement dans notre recherche, en tout cas dans mon domaine, en informatique théorique. Nous, conception, analyse d'algorithmes, très bien. Modélisation, pour nous, c'est terrain connu. Donc ça demande un apprentissage. Ce qu'on voit, c'est que ces travaux, ils ont un impact potentiel en ce sens que ce sont des outils, ça peut être vu ou utilisé pour guider les politiques publiques. Donc ça peut donner des arguments, ça ne peut jamais remplacer les politiques, parce qu'on regarde par le petit bout de la lorgnette, on regarde juste quelques éléments, mais ça peut permettre de prévoir certaines conséquences. Il y a des choses qui peuvent être prévisibles sur la base de ces études scientifiques.
En ce qui concerne la difficulté mathématique de ces exemples, y compris celui que je n'ai pas présenté, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'une fois qu'on a bien posé les termes du problème, qu'on a posé la bonne question, qu'on a mis en place les bonnes définitions, en réalité, il n'y a pas de difficulté mathématique qui demande des idées révolutionnaires. C'est-à-dire que dans tous ces exemples, on a eu, il y a vraiment, du point de vue contribution à la recherche fondamentale, j'ai pas vu pour l'instant, enfin, disons, proche de moi, j'ai pas vu d'exemple qui soit vraiment une contribution fondamentale profonde. En revanche, je dois dire que mes collègues sont typiquement assez enthousiastes quand on commence à travailler sur un problème de ce type, parce que, en réalité, les scientifiques qu'on imagine comme étant dans leur tour d'ivoire, ils veulent contribuer à une réflexion sur les politiques publiques. Ils veulent essayer d'utiliser leurs connaissances, leurs compétences pour essayer de faire avancer la réflexion de façon, disons, rationnelle sur les politiques publiques. Donc je pense que c'est un sous-domaine de la recherche qui est adjacent à la recherche fondamentale, mais pour lesquels ça demande des chercheurs qui ont une familiarité avec tous les outils, les idées, les approches que nous avons développées en sciences fondamentales théoriques, mais qui sont prêts à les utiliser, disons, dans un cadre différent de notre cadre théorique habituel. Voilà, je vous remercie.